Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être présents ce matin pour une matinée d'échange qui s'inscrit dans le cadre des journées Sentez-vous Sport, organisées depuis plusieurs années par le Comité national olympique et sportif français, avec lequel le MEDEF entretient des relations privilégiées. C'est aussi aujourd'hui la journée nationale du sport en entreprise du MEDEF. Nous sommes en direct ce matin. Vous êtes à distance, mais vous êtes plus de 400 à être connectés. Alors merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Le sport en entreprise, c'est notre thématique de ce matin. On va voir un peu comment il évolue, quelles sont encore les choses à améliorer, les freins qui peuvent subsister. Mais sans plus attendre, je suis ravie d'être aux côtés du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Ça commence bien. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Le MEDEF et le sport, c'est plus de 10 ans maintenant d'histoire commune. Est-ce qu'on peut se risquer ce matin pour débuter un rapide bilan ? Oui, on va se risquer. On était en train d'en parler avant le début de cette émission. Je pense qu'il y a une prise de conscience assez forte depuis 10 ans que le sport est un facteur de compétitivité, de bien-être et de performance de l'entreprise. Parce qu'un salarié en bonne santé, un salarié qui fait du sport, un salarié épanoui, c'est un salarié qui est plus performant au travail, c'est aussi un salarié qui a moins de problèmes de santé, donc moins d'absentéisme. Et en étant un peu cynique, le Covid l'a démontré. On sait bien que toutes choses égales par ailleurs, les gens qui étaient plutôt en forme, qui pratiquaient du sport, ont mieux résisté à l'épidémie. Mais il y a un mais, et ce mais, c'est que je pense qu'on est arrivé un peu à une asymptote, c'est-à-dire que les entreprises qui ont pris des initiatives sont en général les entreprises qui sont dirigées par un homme ou par une femme qui a lui-même une pratique sportive, qui a emmené ses salariés dans cet univers-là, mais on plafonne. Et donc la question, surtout avec la perspective de 2024, c'est comment on fait pour trouver un nouveau souffle dans cette pratique sportive en entreprise, peut-être en facilitant les choses, en offrant des produits peut-être plus faciles pour des PME. Et donc, c'est cette idée de relancer ce sport en entreprise qui est peut-être au bout de 10 ans notre prochaine bataille. Alors, relancer le sport en entreprise, le faire accélérer, vous l'avez dit, le sport est bon pour les entreprises. Est-ce qu'on a des chiffres et des choses tangibles là-dessus ? Est-ce que vraiment, quand on a des salariés sportifs, on augmente, quand on est une entreprise, la compétitivité ? Je vais peut-être nuancer. Salariés sportifs, et c'est moi qui vous le dis, on n'est pas obligé d'être un dingue de sport pour être, j'allais dire, faire du sport en entreprise. Sport en entreprise, ça peut être des choses tout à fait atteignables par tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, dépeindre une image trop performance ou sport extrême, parce que sinon vous faites peur à une majorité de nos concitoyens. Il faut être capable d'emmener tout le monde. On parlera d'activité physique et sportive aussi, voilà, pour je pense ne que pas faire il peur. faut être englobant et pas excluant. L'autre jour, j'ai le président de la fédération de tennis de table, je ne dis pas ping-pong, sinon il va me crucifier, qui est venu avec un système assez malin, là, une petite table de tennis de table pour 5 minutes, 10 minutes en une pause café, voilà, se décontracter, garder de l'agilité visuelle. C'est une activité civique. Bon, je n'ai pas sorti de là épuisé, si vous voulez. Donc, alors oui, il y a des études. C'est le MEDEF qui, le premier, a mené avec un cabinet dont le nom m'échappe, mais voilà, mais qui sera probablement présenté aujourd'hui, des études de lien entre activité physique et sportive et performance de l'entreprise. Enfin, d'abord performance des salariés, donc performance des entreprises, cohésion, absentéisme, motivation, et c'est totalement intuitif, mais c'est vérifié par les chiffres. Il y a un lien très clairement. Donc, si vous voulez, c'est au fond, si on est un peu cynique, on dit que vous y croyez ou pas. Si vous voulez développer votre entreprise, faites faire de l'activité physique et facilitez l'activité physique pour vos salariés. On parlera effectivement dans quelques minutes de ce rapport qui a été commandé par le MEDEF et Paris 2024, qui a été réalisé par l'ONAPS, un rapport qui a une vision scientifique et vous verrez les résultats. On parle souvent d'un ADN commun entre un sportif et un entrepreneur. Vous êtes, vous, Geoffroy Roux de Bézieux, un grand amateur de sport, de la boxe, du tennis, du vélo, de la natation, de la course à pied, du triathlon. Tout récemment, un Alpha Ironman. C'était il y a 15 jours. Vous nous confirmez cette proximité entre le sportif et le chef d'entreprise ?
Oui, je pense qu'il y a, alors sans tomber là aussi dans les caricatures, souvent en France on a cette image que bon, le sportif il a des jambes et des muscles mais pas de cerveau, et on n'a pas l'éducation anglo-saxonne qui mêle les deux. Moi je crois beaucoup au contraire au fait que l'effort, la capacité à ne rien lâcher, alors c'est particulièrement vrai dans les sports d'endurance, cette idée que la compétition en soi est une bonne valeur, à condition qu'elle soit bien sûr dans le respect de l'autre, ça fait partie des choses qui font la différence entre une entreprise et une autre, entre un patron et une autre. Et donc souvent, c'est vrai qu'on retrouve les mêmes traits de caractère. J'ai créé amicalement un club de patrons qui font des sports extrêmes, enfin en endurance je veux dire, et on voit bien que c'est souvent les mêmes traits de caractère qui poussent à créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est souvent passer outre beaucoup de difficultés. En général, quand vous montez votre boîte, Dominique pourra témoigner, il y a beaucoup de gens pour vous dire ça va pas marcher. Et c'est aussi le cas de sportifs qui traversent des hauts, des bas, pics de forme et puis des jours sans. Donc il y a de l'ADN. C'est d'ailleurs souvent les échanges entre sportifs de haut niveau et chefs d'entreprise sont assez fructueux. À la fin de la REF, notre grand événement à Longchamp, on a eu donc une espèce pas une cérémonie, mais une tribune sur les médailles olympiques. Sont venus raconter l'expérience. Ils sont restés après assez nombreux et on a discuté autour d'une bière ou de je sais plus quoi d'ailleurs. Et on voit bien que l'échange était très fructueux. Donc il y a cet ADN commun et c'est aussi une manière de dire aux chefs d'entreprise, je fais une petite parenthèse, on a lancé ce site qui s'appelle Je soutiens un athlète, c'est ça.fr, pour essayer d'aider en vue de Paris 2024 les athlètes dans des sports où il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas le foot, mais enfin on les connaît tous, c'est des sports olympiques. C'est des sports qui ont eu des belles médailles cet été. Qui ont eu des belles médailles. Et donc nous, on a un réseau de PME, de grosses PME. Le sponsoring dans ces sports-là n'est pas inatteignable. Donc c'est pas l'objet de la réunion, mais j'en profite pour dire je soutiens athlète.fr, c'est un truc super. Mais Dominique en parlera tout à l'heure parce qu'il y a effectivement, et vous l'avez évoqué, des liens évidemment à créer, à nouer entre les athlètes et les entreprises, et des liens qui vont d'ailleurs dans les deux sens, parce que l'entreprise a beaucoup à se nourrir des athlètes, et les athlètes ont aussi à apprendre des entreprises dans lesquelles parfois ils arrivent à se reconvertir d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces quelques mots, pour avoir ouvert cette journée. Sport en entreprise. Merci Geoffroy Haute-Bézieux. On va maintenant évoquer ce rapport commandé, je vous le disais tout à l'heure, conjointement par le MEDEF et Paris 2024 à l'ONAPS sur le sport en entreprise, avec, je vous le disais, un regard scientifique sur la question. Et ça, c'est assez nouveau. Pour en parler, Dominique Carlac va me rejoindre, vice-présidente du MEDEF, accompagnée de Damien Combredet, responsable sport et société de Paris 2024, également délégué général du fonds de dotation Paris 2024. Et on aura Pauline Genin. Pauline qui est, je vais me décaler un petit peu, Pauline qui est chargée d'études à l'ONAPS. Prenez place, n'hésitez pas, messieurs, dames. L'ONAPS qui est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Elle sera en visio avec nous dans quelques instants. Alors Dominique, merci de nous accueillir déjà ici, chez vous, au MEDEF. On va revenir un petit peu en arrière. On a évoqué Goodwill tout à l'heure avec le président. Cette étude réalisée en 2016 avec le CNOSF sur le sport en entreprise. À l'époque, on était en pleine phase de candidature pour les Jeux de Paris. Que montrait-elle à l'époque, cette étude ? Alors effectivement, en 2016, première étude scientifique, parce que jusque-là, on était plutôt dans l'incantation. On considérait que les valeurs du sport, que c'était bien pour les salariés, c'était bien pour les entreprises, c'était bien pour la société, mais c'était qualitatif, on va dire. C'était incantatoire. C'est bien parce que c'est les valeurs du sport. Or, on butait sur un frein principal qui était qu'on n'arrivait pas à le mesurer. Et un chef d'entreprise, si vous ne mesurez pas les choses, vous avez du mal à le convaincre. Donc, on a pris le taureau par les cornes. On a pris un cabinet qui nous a mesuré le réel impact chiffré de la pratique du sport en entreprise. Donc, c'était une première étude nationale, mais également internationale. Jamais on n'avait mesuré l'impact économique de la pratique du sport en entreprise. Ça a été du coup un succès médiatique important puisqu'on arrivait enfin avec une démonstration qui tenait la route et on a démontré effectivement que c'était
un vrai levier de compétitivité dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un levier de compétitivité d'abord sur la productivité des salariés qui était augmentée d'un facteur de 6 à 9% par salarié qui pratiquait une activité physique régulière. On ne parle pas d'Ironman, on ne parle pas de faire un match de foot tous les dimanches, on parle vraiment d'une activité physique régulière. Et régulière, ce n'est pas tout le temps la compétition. Donc ça, c'était un facteur de productivité. On a regardé également à échelle de l'entreprise, finalement, quand on a 20% d'une équipe dans une entreprise qui se met à faire du sport régulièrement, mais c'est pareil, on arrive entre 2,5 et 6% de gains de productivité à échelle de l'entreprise. Et puis surtout, pour la société dans son ensemble, on arrive à des économies de dépenses de sécurité sociale qui se chiffrent à peu près à hauteur, à l'époque, de 300 € par an. Donc vous imaginez, quand vous avez 20% d'une équipe qui gagne 300 € par an d'économie de dépenses de sécurité sociale, ça a un impact quand même sur la société. Et puis surtout, je pense que le point le plus important et qui fait le lien avec la nouvelle étude que nous avons lancée cette année, c'est qu'un salarié qui pratique régulièrement du sport en entreprise gagne 3 ans de vie. Et ça, indépendamment, je dirais, des chiffres de performance économique, c'est un vrai bienfait pour la société dans son ensemble. Et cette étude, à l'époque, Dominique, elle intervenait dans un contexte où c'était pas encore tout à fait simple pour un chef d'entreprise de mettre en place des choses, parce qu'il y avait encore un certain nombre d'obstacles. On y reviendra tout à l'heure avec Michel Savin, sénateur. Mais à l'époque, c'était encore pas si simple. C'était pas si simple parce qu'encore une fois, le président Geoffroy Roux de Bézieux l'a rappelé tout à l'heure, vous avez naturellement les chefs d'entreprise convaincus que c'est bien parce qu'ils ont été eux-mêmes sportifs et qu'ils savent intuitivement que c'est toujours bon. Mais il y a ceux qui n'ont pas fait ça, puis il y a ceux qui sont dans des métiers très éloignés de tout ça ou qui ont oublié leur pratique sportive. Donc pour les ramener, je dirais, au bercail des bienfaits du sport en entreprise, il faut leur démontrer. Parce qu'on cherche toute la journée, quand on est chef d'entreprise, on cherche toute la journée des leviers de performance. Donc on cherche des leviers de performance. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne cherche pas que des leviers de performance économique et de compétitivité, on cherche des leviers d'attractivité. Et l'attractivité, pour trouver des salariés, pour les fidéliser, ça peut être d'organiser une activité physique et sportive régulière dans l'entreprise. C'est un vrai facteur d'attractivité et pas seulement de compétitivité. Dans votre entreprise, on vous pose la question de savoir quand vous recrutez si bien il y a des activités proposées, ça arrive? Alors, on nous pose plus la question parce qu'on est connu pour ça. Et de ce fait, nous, on est une PME, hein, on est à peine une cinquantaine dans mon entreprise, et dans un monde qui est assez occupé par des mastodontes, hein, puisque moi, je suis une boîte de conseil, et j'arrive à capter des talents qui, au regard de leur CV, de leur diplôme, vont évidemment candidater dans des grandes entreprises. Mais quand elles voient que dans cette PME, on peut offrir 2 cours de sport par semaine pris sur le temps de travail et que c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a pas d'omerta sur le sujet et qu'il n'y a pas les gros yeux du chef d'entreprise, en fait, ils viennent naturellement, ils candidatent pour ça, en réalité. Ensuite, on discute technique et CV. Merci beaucoup Dominique, on y reviendra à votre entreprise dans quelques minutes. Damien Combredet, vous représentez aujourd'hui Paris 2024. Précisez-nous un petit peu cette ambition qui a été affichée. Je parlais de la phase de candidature tout à l'heure, mais dès le début des premiers travaux de Paris 2024 qui était de faire bouger les Français. Oui, comment, pourquoi et comment vous faites ? Bonjour, merci Gaël pour cette occasion de partager notre ambition et puis les résultats de l'étude qu'on a commandité conjointement avec l'ONAPS, auprès de l'ONAPS. Oui, un mot d'abord pour resituer ce qui nous amène à cette étude. Effectivement, c'est une ambition qui s'appelle la stratégie impact et héritage et qui vise à optimiser les retombées des jeux. On sait que les jeux ont des retombées partout où on les organise, mais ces retombées sont variables selon différentes choses, mais notamment selon l'ambition qu'on se donne et l'ambition qu'on se donne pour anticiper et optimiser. C'est le sens des efforts qu'on a engagés avec une équipe dédiée, avec un budget dédié, d'une part pour l'exemplarité des jeux, et on y travaille avec le MEDEF pour, par exemple, promouvoir l'accès des TPE et des PME à nos marchés, avec une démarche proactive en la matière, pour informer et permettre à tous ces acteurs, y compris ceux qui parfois se sentent éloignés des grands événements, de s'y connecter, notamment avec la plateforme Entreprise 2024 qu'on porte ensemble. Et puis, au-delà de l'exemplarité sociale et économique, les jeux, c'est une fois dans un siècle, c'est une fois dans une vie. Et donc, il faut dépasser cette question de la société, de l'engagement responsable. On veut promouvoir la place du sport dans notre pays. S'il y a bien un moment où on peut faire ça, le président Roux de Bézieux évoquait un plafond. S'il y a bien un moment où il faut briser ce plafond, c'est maintenant.
Et c'est le sens de la stratégie qu'on essaye de mettre en place conjointement, encore une fois, pour promouvoir la place du sport dans les écoles, dans les entreprises et dans les villes. Alors typiquement, faire bouger les Français à l'école, on le sait, la semaine olympique et paralympique en début d'année en général, la journée du sport scolaire. Mais dans les entreprises, du coup, ça se passe comment et qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous permettez ? On essaye en fait de promouvoir la place du sport et de l'activité physique, des deux, parce que vous l'avez souligné, les deux sont essentiels. Et je pense que Pauline Genin aura l'occasion de l'évoquer. Il faut à la fois de l'activité modérée à soutenue plusieurs fois par semaine et de l'activité physique quotidienne. À l'école, de 5 à 17 ans, c'est 60 minutes par jour. Et puis ensuite, c'est 30 minutes par jour. Et c'est vraiment un enjeu de santé, de bien-être, de santé mentale et puis de lien social. Concrètement, à l'école, on promeut la semaine olympique et paralympique, mais aussi 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour pour que de ces 60 minutes, la moitié puisse être faite à l'école, c'est-à-dire pour tous les jeunes qui étudient en France. Dans les villes, on essaie de promouvoir la même chose. Et puis le design actif, c'est-à-dire les aménagements favorables à l'activité physique et sportive. Et dans les entreprises, on essaye de promouvoir une ambition commune qui passe d'abord par la démonstration qu'on essaye de porter ensemble et puis ensuite par des solutions. Et je laisserai Pauline nous faire part des recommandations, mais juste un mot pour ajouter qu'on essaye déjà d'être exemplaire, c'est-à-dire de le proposer sur nos propres chantiers. Et donc dès le mois de novembre prochain, et on en parlera le 19 octobre prochain ensemble, il y aura de la préparation physique préventive sur le chantier du village olympique pour montrer que l'activité physique le matin réduit les accidents, motive, réduit l'absentéisme. Et puis, on va essayer aussi de mobiliser nos partenaires commerciaux pour qu'ils soient les étendards, les vitrines de cette démarche, et plus largement de le promouvoir partout en France. Alors, sachez qu'ici, au MEDEF, sur les portes, j'ai beaucoup aimé ça ce matin en arrivant, c'est écrit « Si vous aimez le chocolat, prenez les escaliers ». Je trouve que c'est assez imagé, assez illustré, mais effectivement, c'est par ce genre de petits efforts qu'on peut arriver justement à faire cette activité physique qui prend pas tant de temps que ça finalement. On va dans quelques instants donner la parole à Pauline. Simplement un mot, Dominique, sur ce rapport. Pourquoi avoir demandé finalement un update avec cette vision scientifique à ce moment-là ? Parce que la première étude qui avait été faite avait un axe exclusivement économique. C'est quel est l'impact de la pratique du sport dans la performance économique. Parce qu'il fallait à l'époque convaincre les chefs d'entreprise que c'était lié à leur performance économique. Aujourd'hui, le sport, c'est plus que du sport, c'est plus que de la performance économique, c'est aussi la santé, le bien-être, l'héritage sur lequel Paris 2024 travaille. Et donc ça, à nouveau, il fallait le démontrer, faire une étude à 360 degrés qui démontre tous les impacts du sport, c'est-à-dire cette célèbre phrase de Denis Massiglia, anciennement président du CNOSF, qui disait « Le sport, ça n'est pas que du sport ». Une fois qu'on a dit ça, comment on le démontre ? Et c'était le but de cette étude, de montrer tous les impacts de la pratique du sport. Alors, on va détailler ce rapport avec Pauline Genin, chargée d'études à l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, l'ONAPS. Merci, Pauline, d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez bien. La sédentarité, ce mot, il a été prononcé depuis quelques minutes. On veut lutter contre cette sédentarité. À la lumière de ce rapport, Pauline, quelles sont les bonnes pratiques, puisqu'on en a besoin, je crois, de partager des bonnes pratiques avec les entreprises, et elles sont nombreuses ce matin qui nous écoutent. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous aussi vous m'entendez bien. Alors je veux bien la première slide que j'avais préparée pour illustrer un petit peu ces bonnes pratiques. Donc c'est vrai que nous on a vraiment axé ce rapport sur la promotion de l'activité physique et aussi en parallèle la lutte contre la sédentarité. Donc j'expliquerai tout à l'heure, mais c'est vraiment important d'associer les deux. Donc voilà, ces bonnes pratiques en milieu professionnel, elles peuvent se résumer en quatre gros points. Donc dans un premier temps, vraiment par la sensibilisation et la communication. C'est vrai qu'en fait, il y a de nombreuses études conduites dans le domaine qui ont commencé simplement par sensibiliser les salariés sur ces deux thématiques, à travers soit l'utilisation d'ateliers éducatifs et informatifs, par exemple, la diffusion de conseils, des séminaires de sensibilisation, ou encore des incitations au déplacement. Et c'est vrai que la sensibilisation, c'est vraiment un passage qui est quasiment obligatoire, qu'il ne faut pas oublier afin de faire prendre conscience aux salariés des différents enjeux pour leur santé, au-delà de l'entreprise, pour vraiment qu'ils comprennent qu'ils sont concernés. C'est ce que disait un petit peu Damien Combredet tout à l'heure, mais faire une activité physique intense 2 fois par semaine, ce n'est pas forcément suffisant. L'activité quotidienne est aussi importante. Donc la sensibilisation peut vraiment permettre cette mise en route.
Ensuite, en deuxième point, vient l'environnement qui doit vraiment être favorable à la pratique. C'est vraiment un point important qu'il faut développer quasiment en premier. Donc, il y a des études récentes qui évaluaient les freins et les leviers à la pratique en entreprise, qui ont montré en fait que l'environnement a un impact vraiment très important pour que les changements de comportement en fait, puissent se faire dans la durée. Donc, par exemple, pour promouvoir l'activité physique dans les mobilités actives, qui rentrent vraiment dans ces activités physiques quotidiennes, il va être important, par exemple, de mettre à disposition des salariés des douches et des vestiaires, des garages à vélo sécurisés pour les mobilités actives, comme je le disais, ou encore d'avoir plus de flexibilité sur les horaires de travail. Voilà, c'est plein d'exemples qui rendent l'environnement vraiment favorable. Et en parallèle, c'est vrai que les participations financières jouent aussi un rôle dans l'engagement des salariés. Ensuite, en troisième point, viennent les différentes stratégies qui ont pour but de lutter contre la sédentarité. C'est des stratégies qu'on oublie souvent et qui sont pourtant facilement mises en place et adaptables un petit peu dans toutes les entreprises. Donc, elles sont vraiment nombreuses aujourd'hui. Alors, il existe dans un premier temps des stratégies, voilà, ce que je disais, qui sont accessibles à tous, peu importe la taille de l'entreprise, comme les pauses actives, par exemple, qui consistent en fait en des interruptions régulières du temps passé assis par l'instauration de petits exercices physiques. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que plusieurs périodes courtes d'exercices soutenus et intenses pendant la journée de travail avaient un effet vraiment positif sur les performances cognitives, la concentration, sans impacter la productivité sur la journée. Donc, ça peut aussi concerner les incitations au déplacement au sein des locaux de l'entreprise, comme par exemple déplacer l'imprimante au bout du couloir, mettre la poubelle vers la porte d'entrée du bureau plutôt que sous le bureau. Ça peut être des incitations à se lever dès que l'on est au téléphone. Enfin voilà, plein de petits exemples comme ça qui peuvent être nombreux. Donc c'est vrai que l'organisation des locaux peut aussi être pertinente pour favoriser l'incitation au mouvement. Et enfin, il y a aussi des nouvelles stratégies qui existent et qui se développent de plus en plus, mais celles-ci ont un coût. Donc voilà, elles ne sont pas forcément adaptables partout, mais elles concernent quand même, pour les citer, les stations passives ou actives de travail. Donc ça correspond au bureau debout, au bureau assis debout qui permettent cette transition, au Swiss ball, les gros ballons qu'on utilise assez régulièrement, ou encore les pédaliers qui sont installés sous les bureaux. Donc voilà, toutes ces typologies d'actions doivent être quand même utilisées correctement afin vraiment de pouvoir tirer tous les bénéfices associés. Et je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'attractivité des escaliers rentre aussi vraiment dans ce point-là. C'est-à-dire que c'est une super idée pour le chocolat. Nous, on l'avait fait différemment avec le nombre de calories dépensées par marche et ce qui était économisé sur la non-prise de l'ascenseur. Voilà, mais l'attractivité des escaliers, c'est aussi une très très bonne idée. Et la dernière bonne pratique concerne plus simplement l'offre d'activité physique qui comprend voilà, la mise en place de cours réguliers encadrés, vraiment pour tous les niveaux, qui concerne aussi la pratique libre, qui peut concerner les événements intra- ou inter-entreprises plutôt centrés sur l'activité physique et sportive. Ça peut être aussi le partenariat avec des associations extérieures. Et ça peut aussi concerner des échauffements, des étirements à réaliser avant, pendant ou après la prise de poste. Voilà un petit peu globalement ce qu'on peut retenir pour ces bonnes pratiques. Merci Pauline, je reviens vers vous dans quelques instants. Dominique, chez ces consultants, on fait les réunions debout ? Non, en tournant autour de la pièce ou pas? Non, on fait les réunions assises. On n'a pas encore embrassé toutes ces bonnes pratiques, donc je les note et je pense que je les intégrerai. Je rajouterai 3 points quand même à cela. L'exemplarité, c'est-à-dire qu'il y a un côté mimétisme. C'est-à-dire que si un chef, un manager, un responsable de département, un patron d'entreprise en fait un petit peu, ça a un effet de mimétisme. C'est-à-dire que les gens ont envie de faire pareil. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il y a un deuxième élément qui rend beaucoup d'attraction dans ces opérations-là, c'est de lier la pratique sportive avec les conseils nutrition. Là, vous voyez arriver pratiquement 2 fois plus de salariés sur ces sujets-là. Quand vous liez, tu vas pratiquer le sport, mais finalement, on va s'intéresser également à ton assiette. Et la combinaison des deux est extrêmement importante. Et enfin, je rajoute une 3e chose, et c'est l'occasion de saluer Virgile Caillet. On peut évidemment faire des partenariats avec des associations sportives, et ce n'est pas un hasard s'il y a 2 présidents de fédérations sportives ici. On peut aussi avoir des prestataires qui sont privés, et il n'y a aucune ostracisation à avoir. Il faut faire entrer le sport dans l'entreprise, quelle qu'en soit la solution.
On y viendra dans quelques minutes avec le président de la Fédération française de judo et celui de la Fédération française d'athlétisme. Pauline, je reviens vers vous. Le résultat, il faut le souligner, eh bien, on parlait de compétitivité tout à l'heure avec l'étude Goodwill d'il y a quelques années. Là, les activités physiques, on le voit dans votre rapport, elles ont un bénéfice et un bénéfice pour tous. Oui, vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc, je veux bien la deuxième diapo sur les bénéfices. C'est vrai qu'ils sont vraiment multiples et qui concernent tout le monde. Donc, en effet, dans un premier temps, l'augmentation du niveau d'activité physique et la diminution du niveau de sédentarité va vraiment entraîner pour les salariés une multitude de bénéfices. On a dans un premier temps une amélioration du bien-être de façon générale, que ce soit au travail mais aussi en dehors, une amélioration des différents paramètres de la condition physique, une meilleure perception de sa santé, une amélioration aussi des indicateurs anthropométriques que je n'ai pas cités là, mais qui concernent le poids, l'IMC, le tour de taille, donc on se sent mieux dans sa peau, une réduction des douleurs, une amélioration du sommeil, mais aussi du coup une baisse des dépenses de santé individuelles. Voilà, la liste est longue, là c'est vraiment un résumé, mais les bénéfices sont très importants pour les salariés. Mais ils sont tout aussi importants côté employeur, donc ça a été déjà un petit peu cité tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a une diminution de l'absentéisme pour maladie qui peut être très important. Il y a des études qui ont montré que cette diminution pouvait aller de 6 à 32%. On a aussi une réduction du turnover dans l'entreprise, une augmentation de la productivité, un retour sur investissement positif et une meilleure attractivité de l'entreprise, comme il a été cité tout à l'heure. Et voilà, pour la société dans son ensemble, c'est vrai qu'on observe aussi des dépenses de santé qui sont moins importantes et un gain de croissance pour l'économie. Merci beaucoup, Pauline. Une réaction, Damien, ces bénéfices pour les salariés, les employés et les employeurs, et la société dans son ensemble. Oui, merci Gaëlle. Une réaction pour souligner qu'on a besoin de ces éléments étayés, actualisés, robustes, inattaquables, parce qu'il faut qu'on dépasse le cercle des convaincus et des sportifs pour aller voir ceux qui ont encore besoin d'être convaincus. Et donc, je remercie le NAPS pour ces éléments qui sont pour nous vraiment des bases d'argumentation solides. Je pense qu'on a besoin de convaincre les cœurs et les esprits. Ça, c'est pour les esprits, pour les acteurs publics, pour les décideurs, pour ceux qu'on veut encore emmener avec nous. Et puis, pour convaincre les cœurs, il y a un seul... Enfin, je pense que ce qu'on a de plus fort, c'est les athlètes. Et on a aussi besoin du mouvement sportif, de ces ambassadeurs qui sont quand même des figures inspirantes pour les jeunes, pour les salariés, pour tout le monde. Et donc je pense que le lien entre activité physique et pratique sportive passe aussi comme ça. On a besoin des deux. On l'a dit, on a besoin d'activité physique au quotidien. On a aussi besoin de sport, des émotions du sport. Et ça, c'est les disciplines olympiques et paralympiques qui nous en amènent les plus fortes. Dominique. Je rebondis sur le propos de Damien. Effectivement, quand on est parti il y a 5-6 ans, on était vraiment exclusivement sur la performance économique. Avec le recul, la mise en place du sport dans l'entreprise, moi, ce que j'en retire en tant que dirigeante, c'est 3 choses. C'est effectivement la performance économique, parce qu'on a des gens vraiment très engagés, parce qu'ils sont dans un double projet quelque part. Deuxièmement, la cohésion. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément toujours à créer des moments de cohésion et on passe par le sport et ça recrée des moments de cohésion. Et le troisième point, c'est ce que vous venez de soulever, c'est l'émotion partagée qui fait qu'on a envie de rester ensemble. Et ça n'est pas une question de performance mesurable, c'est quelque chose où on vit ensemble. On se souvient tous des championnats du monde et des titres de champion olympique ou championnat du monde. On vit une émotion commune et ça, c'est un vrai ciment dans les entreprises. Chez Paris 2024, on a une jolie salle de sport, je crois. Hein. Ça pratique beaucoup au sein des effectifs. On a une salle de sport, on a des espaces verts autour de nous, et puis on a une salle où on va regarder les grands moments sportifs. On a regardé les Jeux olympiques et paralympiques cet été. Et voilà, ces moments de pratique et ces moments d'émotion partagée sont tout aussi importants. Et ça, on le doit encore une fois à nos athlètes et à l'équipe de France olympique et paralympique, encore une fois. On évoquera les athlètes dans quelques instants. On va terminer avec Pauline. Pauline, est-ce qu'il y a quand même, à la lumière de ce rapport, des points de vigilance que vous souhaiteriez et sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? Oui, bien sûr, je reviens aussi un petit peu sur ce qui a été dit, mais il y a quand même plusieurs points de vigilance qui sont à considérer. Donc, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, mais il est vraiment primordial de pouvoir associer la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. On oublie souvent ce deuxième point. Et pourtant, les études ont montré que le temps passé assis, en fait, ne peut pas être compensé par une activité physique occasionnelle, même quand on est au-dessus des recommandations journalières. Donc voilà, autrement dit, la seule augmentation du niveau d'activité physique peut vraiment conduire à des bénéfices qui seront réduits si ça ne s'accompagne pas d'une réduction du temps passé assis. Voilà, c'est vraiment important parce que
au regard de la littérature, de ce qui a été fait. Très bien, je devrais faire la même chose. Voilà, promouvoir l'activité physique en entreprise pour améliorer la santé des salariés ne semble pas suffisant par rapport aux risques qui peuvent être engendrés par les comportements sédentaires. C'est vraiment un point important qu'il faut retenir. Ensuite, comme je l'ai présenté juste avant avec les bonnes pratiques, il est vraiment important de pouvoir diversifier, de combiner un petit peu les actions menées pour aussi pouvoir prendre en compte la taille de la structure, son environnement externe, pour pouvoir adapter les offres, mais aussi prendre en compte un petit peu les avis des salariés, puisque en effet, tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière. Et comme ce qui a été dit tout à l'heure, quand on parle de sport, ça peut vraiment effrayer, les passerelles peuvent être un petit peu trop importantes, alors que parler de mise en mouvement et d'activité physique, c'est tout de suite plus abordable. Donc voilà, ça c'est à considérer puisque ça permet d'adapter un petit peu la réponse aux différents freins individuels. Il y a vraiment des études qui ont montré que c'était les employés qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les individus les plus inactifs, les plus sédentaires, ceux qui ont un faible niveau de condition physique, qui sont vraiment ceux qui n'adhèrent pas à tout ça, qui n'adhèrent pas au programme d'activité physique, qui abandonnent rapidement. Donc ce sont vraiment ces employés à risque qu'il faudrait pouvoir aussi identifier et cibler par des programmes ou des interventions qui peuvent être plus adaptés, plus personnalisés, avec des suivis et des soutiens qui sont rapprochés. Ensuite, on a un frein majeur aussi à la pratique, c'est aussi la culture interne à l'entreprise. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Je trouve ça très très bien de créer une dynamique en impliquant vraiment différents acteurs de la structure, donc en impliquant aussi des salariés, afin vraiment qu'ils soient au cœur des propositions. Donc là-dessus, c'est aussi important aujourd'hui de prendre en compte le télétravail, même si c'est un point parallèle. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de le prendre en compte. Et je finirai juste par un dernier point. C'est aussi important d'évaluer en fait un petit peu les actions qui sont menées en entreprise, parce que c'est vrai que c'est une étape clé dans la réalisation de programmes d'action dans le milieu du travail, puisque ça va permettre d'adapter les programmes, de décider ou non de la reconduction des actions. Et c'est vrai que son intérêt pour un employeur peut être majeur, puisque ça permet aussi d'identifier les réussites et les échecs d'un programme d'action de santé, tout simplement, mais aussi les leviers et les freins d'un point de vue des salariés, de justifier aussi un petit peu les dépenses qui ont été occasionnées pour ça, et aussi de pouvoir mettre en avant, en fait, tout simplement les bénéfices qui ont été obtenus aux salariés, mais aussi, pourquoi pas, aux partenaires. Merci beaucoup Pauline, c'est très intéressant effectivement d'entendre ces points de vigilance, et vous avez prononcé le mot dont on n'a pas parlé encore depuis le début, c'est télétravail, parce que le sport en entreprise c'est bien, mais quand la plupart des salariés ne sont pas là, est-ce qu'on arrive, Dominique, quand même à les embarquer autour d'activités physiques et à garder le programme qu'on a en place sur des temps, je dirais, normaux? Alors, mon retour d'expérience en la matière, c'est qu'on a d'autant plus réussi à le faire qu'on était en télétravail, parce que les collaborateurs souffraient d'isolement, avaient besoin de se retrouver dans une communauté, et le fait de le faire en distanciel, ils étaient à nouveau dans cette communauté. Donc il y a des moyens techniques pour le faire, et finalement d'avoir le coach à distance et de pouvoir pratiquer en même temps, de pouvoir entendre même les gens souffler ou se marrer à distance, ça faisait vraiment du bien, et les gens étaient d'autant plus assidus. Donc voilà, le télétravail n'est pas une contrainte en tant que telle, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Pauline d'avoir été avec nous, nous avoir présenté les grandes lignes de ce rapport. Merci à Damien d'avoir été avec nous ce matin. Dominique, vous allez rester avec moi parce qu'on va parler des athlètes dans quelques instants et de la façon dont on peut justement favoriser, dynamiser les rencontres entre les athlètes et les entreprises. Et pour cela, je vais accueillir deux présidents de fédérations qui sont avec nous ce matin. André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme, mais également Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo, mais aussi chef d'entreprise, lui aussi, l'entreprise Hippon, qui a un joli nom de sport, mais qui n'en a pas que le nom. Installez-vous, prenez place, vous avez le droit de vous asseoir quelques instants, puis vous vous lèverez si c'est trop long. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il ne fallait pas rester assis trop longtemps. Merci en tout cas de votre présence à tous les deux. Je vous laisse prendre place. Juste encore un petit mot avec Dominique. Dominique, vous avez été athlète, vous, par le passé. Vous êtes aujourd'hui toujours très sportive, mais chef d'entreprise, on l'a dit. Comment la bascule s'est opérée entre les deux mondes ? Alors oui, j'ai été athlète, puis je suis vraiment très fier parce qu'aujourd'hui, j'ai mon président de Fédé d'athlètes qui est là, donc je vais faire part de mon expérience. Il n'y a pas eu de bascule, en réalité. Il y a eu deux choses. Il y a eu du tuilage
et il y a eu de l'héritage. Le tuilage, c'est que moi j'ai continué à être athlète quand j'ai commencé à travailler. J'étais à l'OCDE, il y avait le Bois de Boulogne et j'allais courir à côté. Et puis ensuite, je courais entre midi et 2 et j'avais toujours une infrastructure sportive autour de moi. Donc il n'y a pas véritablement eu de bascule. Je me suis organisée pour faire mon double parcours. Alors j'avais une chance, c'est que j'étais pas dans le rang olympique et j'étais juste dans la sous-couche, et donc je pouvais me permettre finalement de ne pas consacrer non plus tout mon temps à cela. Mais surtout il y a eu un héritage, et la bascule elle se fait sur cet héritage. Je vais prendre 2 exemples. Moi j'ai voulu être chef d'entreprise. Et je n'avais pas les diplômes pour, je n'avais pas la famille pour, et pourtant j'avais vraiment ça chevillé au corps. Pourquoi j'ai vaincu cette adversité, je dirais quelque part sociale? C'est parce que quand vous êtes sportif de haut niveau, ou sportif en tout cas assidu, la possibilité de la réussite vaut le même quoi que la possibilité de l'échec. Échec égale succès, succès égale échec. Et donc, quand vous faites une saison d'athlète, quand vous faites une saison de n'importe quel sport, vous n'allez pas gagner à chaque fois. Et pourtant, vous vous entraînez, pourtant vous travaillez. Donc c'est important de se dire le lien qu'il peut y avoir entre le sport de haut niveau et être chef d'entreprise, c'est travailler autant pour la possibilité du succès que la possibilité de l'échec. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important, et que ce soit l'éducation nationale ou les grandes écoles, c'est important d'avoir en tête ce que donnent les entraîneurs, ce que donne un club quand on a 8 ans, 10 ans, 14 ans, c'est le plan d'entraînement. Le plan d'entraînement, c'est un plan de programmation de la performance. Moi, à 14 ans, j'ai eu mon premier plan d'entraînement. Et depuis, quand j'ai créé mon entreprise et comme je la pilote aujourd'hui, j'ai toujours en tête ce plan d'entraînement où on va aller chercher à travailler une faiblesse, à travailler une force, à travers justement ce plan d'entraînement stratégique de la performance. Donc c'est extrêmement lié les deux. Et je pense que Stéphane a vécu la même chose puisqu'il est chef d'entreprise également. Chez DSC Consultants, encore une petite question avant d'entendre Stéphane. Vous avez des athlètes parmi vos collaborateurs, et surtout quelle est la place que prend le sport? Est-ce que vous pratiquez à leur côté? Alors oui, on a des athlètes parce que j'ai considéré que je devais rendre au sport ce que m'avait donné le sport. Et donc moi j'aide, et j'aide comment? J'aide sur ce fameux double parcours. Aujourd'hui, en France, quand on veut faire des grandes écoles et qu'on veut pas être soit kiné, soit prof de gym, c'est pas forcément facile de trouver ce double parcours qui permet à la fois de s'entraîner et de préparer les Jeux, de préparer les championnats du monde, et en même temps de valider un diplôme qui n'a pas prévu d'accueillir forcément que des sportifs de haut niveau. Moi, je leur donne leur chance. Certains, je leur donne des stages, et des stages qui sont adaptés à leur saison. C'est-à-dire que je sais que pendant des semaines, ils ne vont pas être dans l'entreprise, ils vont être à San Diego, ils vont être aux Canaries, ils vont aller s'entraîner au soleil. Je ne les aurai pas dans l'entreprise, mais je sais que ça fait partie de leur plan d'entraînement. Par contre, quand ils sont dans l'entreprise, je sais qu'ils seront à fond dans l'entreprise. Donc, changer finalement cet état d'esprit qui consiste à dire il ne faut pas qu'ils soient forcément tous les jours dans l'entreprise, mais qu'on contribue à nos performances réciproques, ça me va très bien. Et ça repose sur ce fameux plan d'entraînement toujours. Et puis c'est la pratique du sport effectivement avec les équipes. Et voilà, tous les ans on fait un trail de 100 km. Et ça soude vraiment beaucoup l'entreprise. Voilà, il y a de la cohésion et de l'émotion à travers cette expérience-là. Stéphane Nomis, ancien judoka de haut niveau, passé par l'équipe de France évidemment, fondateur d'Ippon, c'était déjà en 2002, Ippon Technologies, désormais président de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées, je ne les oublie pas, même si par facilité souvent on dit président de la Fédération de judo. Chez vous, dans votre entreprise Ippon Technologies, des athlètes de haut niveau interviennent auprès de vos collaborateurs. Quel est l'objectif? Bonjour. Donc voilà, nous aujourd'hui on a une ETI, donc on est plus de 500 personnes, et évidemment que le sport pour moi c'est sacré, c'est hyper important, et j'avais besoin de redonner au monde du sport ce qu'il m'a apporté, et si mon entreprise elle croit comme ça, c'est que j'ai appris des bonnes choses. Et pour ça, pour redonner, je me suis mis dans le programme Pacte de performance, et où j'ai commencé à embaucher des sportifs de haut niveau qui travaillent. Alors, quand on dit sportifs de haut niveau, c'est un peu mentir, c'est des pros. En judo, par exemple, chaque judoka de haut niveau qui va faire les Jeux Olympiques, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. Donc souvent bien plus que les professionnels de certains sports pro. Et nous, on appelle ça le haut niveau, mais en fait, c'est la même chose. Et donc, ils ont peu de temps
comme disait Dominique, pour venir dans l'entreprise. Mais quand ils viennent, ils font des cours aux salariés, ils font des cours de fitness, ils font du cross-training, ils font de la musculation, ils font du judo, ça dépend le sportif que j'ai. Des fois, j'ai des scrimeurs, donc ils font de l'escrime en fonction des athlètes que je prends. Voilà, des séances qui ont lieu du côté de l'INSEP souvent et des échanges qui sont riches, j'imagine, entre ces sportifs de haut niveau et vos ingénieurs de haut niveau à vous. Vous voyez les liens et les passerelles qu'il y a entre les deux? Ah oui, alors il y a des passerelles à tous les niveaux d'ailleurs, hein, et vraiment. Et dans les deux sens, j'imagine. Et dans les deux sens, parce que pour un salarié, qu'on va dire un lambda, de côtoyer un sportif de niveau, quelqu'un qui fait les jeux avec des objectifs concrets tous les 4 ans. Donc la personne, elle est là, elle sait qu'elle va s'entraîner pendant 4 ans et à la fin, il y a une échéance, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle doit repartir. C'est un peu comme mes ingénieurs informatiques, par exemple. Ils ont des projets et ils doivent arriver à un projet et à la fin du projet, ils ont un autre projet. Et donc, se mettre des objectifs, c'est important. Savoir comment supporter la pression. Comment les sportifs, ils sont souvent intéressés par savoir comment ils supportent la pression, parce que la pression, elle est énorme aux Jeux Olympiques, par exemple, des médias, mais aussi avant de monter sur le tapis, après, et ça les intéresse énormément aussi. On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'émotion à travers les performances des athlètes. On en avait vécu un sacré paquet cet été avec les judokas notamment. Est-ce que vous sentez que les entreprises ont envie de recevoir vos judokas médaillés, ont envie de partager et quel est votre rôle pour justement préparer ces athlètes à aller dans le monde de l'entreprise? Alors moi je prône un programme particulier parce que j'ai envie et on a besoin, la fédération de judo, que tous nos sportifs de haut niveau soient accompagnés par les entreprises. Donc, via votre nouvelle action qui s'appelle Je soutiens un athlète, ou qui est un peu la même chose que le pack de performance au final, mais en plus déployé, parce que le MEDEF, il a accès à toutes les entreprises françaises, et ce qui permettrait de faciliter le sport, les sports un peu on dit un peu pauvres en France. Le judo, c'est pas un sport riche, et pour ça, on embauche un sportif de haut niveau, on le soutient. Ça coûte 20 000 euros l'année. Au final, à l'entreprise, ça ne lui coûte que 6 000 euros après la défisque. Et on soutient un athlète toute l'année et jusqu'aux Jeux Olympiques. Et je trouve que c'est quelque chose de magique parce que tu vis d'énormes émotions. La première fois que j'ai fait ce programme-là, j'avais pris 4 athlètes. Ils ont tous perdu à Rio. Donc à Rio, j'ai pleuré tous les jours. Mais par contre, c'était magique. C'était magique. J'ai vécu un truc avec eux qui était incroyable, quoi. Et quelque chose qui a été partagé par vos collaborateurs, j'imagine. Par tous les collaborateurs, ils les ont suivis, ils les ont encouragés, ils ont envoyé des lettres de félicitations. Même s'ils ont perdu, ils ont envoyé comme des lettres de félicitations pour le parcours. Ça me donne encore des frissons. J'ai rien d'y repenser. Bon, après, il y a eu Tokyo et ça s'est bien passé. Tokyo, c'était autre chose. Des frissons, mais avec un sourire. Tokyo, on a fait rêver la France. André Giraud, merci beaucoup de votre présence parmi nous ce matin, président de la Fédération française d'athlétisme. On le disait, il faut arriver à faire entrer le sport dans les entreprises, peut-être via les fédérations aussi. Vous accompagnez, vos athlètes, à découvrir le monde de l'entreprise par quels moyens? Alors, bonjour d'abord. Effectivement, nous avons un programme spécifique de développement du sport dans l'entreprise, mais aussi pour nos athlètes et pour établir une relation entre l'athlète et l'entreprise. Nous avons d'ailleurs créé une commission du sport en entreprise qui travaille avec des programmes adaptés. Ça, c'est pour la partie que vous avez évoquée, qui a été évoquée tout à l'heure par le président et par Dominique. Comment on peut être un acteur actif dans l'entreprise pour permettre aux salariés de faire du sport. Alors l'athlétisme, c'est le sport olympique numéro 1. On voit surtout l'athlétisme à travers la performance, la finale des Jeux olympiques, le 100 mètres. Mais dans l'athlétisme, l'avantage que nous avons, c'est que c'est un sport qui est accessible et que l'on peut pratiquer n'importe où. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de personnes qui pratiquent de l'athlétisme, la marche, la course à pied et autre chose. Donc on a un programme aujourd'hui qui nous permet à l'intérieur d'une entreprise de tester, d'adapter la pratique en fonction de ces tests et ensuite, pourquoi pas, d'aller vers la compétition pour ceux qui veulent aller vers la compétition. Donc ce programme-là, qui s'appelle Work Athlé,
on est prêt à le développer avec quelques entreprises et on est dès maintenant pour permettre justement aux PME et aux grandes entreprises qui souhaiteraient que leur personnel, que leurs salariés fassent une activité, pour leur permettre d'avoir cette activité. Ça, c'est le côté grand public. Alors, en ce qui concerne les athlètes, comme le disait Stéphane, nous avons un programme à 2 vitesses. Nous avons un programme de professionnalisation. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on se mette tous bien dans la tête aujourd'hui que si nous voulons réussir les grandes échéances internationales et en particulier les JO 2024, on doit avoir des athlètes qui soient de vrais professionnels. Je crois que ça a été dit, Dominique l'a dit, Stéphane l'a dit, c'est 2-3 entraînements par jour. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire à ces athlètes-là, préparez-vous sans avenir. Donc notre programme de professionnalisation, nous avons trouvé quelque chose d'original d'ailleurs, c'est que ce sont les clubs qui sont les employeurs. C'est-à-dire l'athlète devient professionnel du club via des financements de la fédération et des cofinancements avec des entreprises qui accepteraient d'accompagner ces athlètes. Nous, ce qu'on attend de l'entreprise, c'est surtout l'aspect formation. Nous avons dans un panel d'athlètes aujourd'hui 40 à 50 jeunes qui sont susceptibles, disons, d'être performants à Paris 2024 avec des profils différents. Je le dis, on part du bac-5 au bac+5. Donc ça veut dire qu'on a tous les profils. Et donc adapter que l'entreprise qui est intéressée par un type d'athlète puisse lui offrir une formation sans l'avoir comme employé. L'employeur étant le club. Voilà, donc on peut avoir aussi cette formule qui permet à l'entreprise de bénéficier de l'athlète de haut niveau, de la compagnie, ce que disait Stéphane, mais ne pas avoir à prendre sa charge salariale. Et donc, c'est sur ce projet que nous travaillons et que nous entendons développer. Stéphane. Ouais, je voulais rebondir. Je voulais dire aussi, moi, je recrute des sportifs de haut niveau, mais ça fait des salariés de dingue. De dingue. Aujourd'hui, mon meilleur commercial, c'est un ancien sportif de haut niveau en basket. En recrutement, j'ai une fille qui a fait du haut niveau, qui a été médaillée mondiale en junior, mais qui n'a pas réussi à percer en senior. Aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire parce que là, c'est ma meilleure recruteuse. En termes, voilà, elle recrute. Le recrutement, c'est très très difficile en informatique, de recruter des talents. Et ben elle cartonne quoi, parce qu'elle est différente, elle lâche rien, elle est volontaire, voilà. Ça fait aussi des salariés avec énormément d'énergie, voilà. C'est gagnant pour tout le monde, finalement. C'est gagnant pour tout le monde d'embaucher des sportifs de haut niveau. Je rebondis effectivement sur ce que vient de dire Stéphane et André Giraud, le président de la Fédé d'athlètes. C'est vraiment important de se dire que les jeunes, on peut les avoir en entreprise en phase de formation. Ils ont une extrême maturité, ces jeunes. Moi, j'ai eu un perchiste pendant 6 mois chez moi, le fils Collet de Philippe Collet. Il a apporté une maturité sur une fonction RH incroyable parce qu'ils ont déjà des expériences de vie à l'international, dans l'adversité, dans la compétition. Donc, ils apportent des choses qu'un autre élève qui est dans une école, quelle que soit en formation, n'a pas encore parce qu'ils ont déjà un vécu. Ils ont déjà vécu et donc, du coup, ils apportent énormément, y compris en formation. Donc il faut que nous, on dise aux chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de les prendre tout petits, parce qu'en réalité, ils ont déjà une grande maturité, ils apporteront quelque chose que jusqu'ici, vous n'aviez pas avec vos collaborateurs classiques. Et est-ce qu'ils sont moteurs pour embarquer avec eux leurs collègues pour faire du sport dans le cadre du travail? Oui, bien sûr. Par exemple, nous dans notre entreprise, on fait du rugby, on fait du foot toutes les semaines, en plus des activités physiques traditionnelles. Mais ils sont là, ils sont présents. André Giraud, on a parlé pas mal de dispositifs. Il y en a un aussi de transmission entre des athlètes qui ont réussi, qui ont gagné, et puis ceux qui sont en devenir, les pépites de demain. Oui, dans le cadre du centenaire de la fédération, nous avons créé Alumni, comme le font les grandes écoles, avec un système de parrainage d'athlètes qui ont déjà eu une carrière sportive aboutie et qui peuvent accompagner justement d'autres athlètes dans les entreprises. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure du produit Work Athlete, c'est Christine Aron, qu'on ne présente plus, qui porte ce projet au sein de la fédération et qui est prêt à le développer. Donc il y a Christine, mais il y a d'autres athlètes qui ont adhéré à ce projet. Donc on réunit des athlètes
qui ont des cursus tout à fait différents et qui nous permettent d'ouvrir les portes des entreprises. Nous, ce qui nous semble important, et je crois que Stéphane l'a dit tout à l'heure par rapport au pacte de performance, c'est qu'en réalité, dans les sports dits pauvres, comme il a dit, c'est vrai qu'on n'est pas des sports très riches et nous avons besoin, pour accompagner ces athlètes, d'accompagner les clubs, donc à travers l'athlète et l'image de l'athlète, sur des sommes qui sont des sommes tout à fait abordables et défiscalisables si c'est du mécénat. Donc c'est vrai que derrière chaque athlète et derrière le profit de chaque athlète, on peut trouver une entreprise qui accepte de le former, mais qui ne l'aura pas comme employé. Et donc, ça veut dire que, Dominique l'a dit, il y aura des moments où l'athlète se retrouvera dans l'entreprise pour apporter eh bien, justement sa qualité d'athlète et de performance, et surtout pour se former pour l'après-carrière. On a besoin aujourd'hui, dans nos sports, en particulier les sports individuels, de beaucoup de sérénité. Et cette sérénité, on ne peut l'avoir qu'avec ces partenariats qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de faire entrer le sport fédéral dans l'entreprise, un sport fédéral qui parfois souffre d'un manque de bénévoles, de coachs, d'encadrants. Du coup, est-ce qu'on a les ressources pour intervenir en entreprise? Oui, alors au niveau de la Fédération d'athlétisme, nous avons créé un corps de coach athlète santé, donc de personnel formé, salariés des clubs ou salariés des entreprises qui sont prêts à intervenir dans les entreprises en fonction de faire d'abord une étude. Il y a une plateforme qui a été créée sur laquelle on peut s'inscrire et ensuite en fonction de la géographie. Vous avez parlé tout à l'heure des escaliers. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il s'est passé une période de la fédération, avant le Covid, puisqu'après, on ne s'est pas vu, où Christine Aron, elle nous disait, c'est le quart d'heure des escaliers. C'est-à-dire que tout le monde se levait, sortait de son bureau et on montait au premier, au deuxième étage pendant un quart d'heure, quoi. Voilà, on faisait notre séance. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de l'activité physique adaptée tout simplement à la géographie et au site de l'entreprise. Et là, nous avons un véritable programme aujourd'hui que nous pouvons proposer clé en main à l'entreprise. Dominique, pour terminer cette table ronde et ces échanges, vous allez nous détailler un peu cette plateforme dont on a pas mal parlé déjà, qui s'appelle je soutiens un athlète.fr. Quel est son objectif et comment elle fonctionne, à qui elle s'adresse? Alors, l'objectif, c'est qu'on est tous plein de bonnes intentions. Le monde sportif veut aider ses sportifs à s'intégrer dans le monde économique et à faire son parcours, et le monde économique veut aider les athlètes. Le problème, c'est la rencontre entre les deux. C'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande de aider des sportifs à la fois avoir de la performance, je dirais, sportive, mais également économique, sociale. Donc le problème est la rencontre entre ces deux mondes. Donc je soutiens un athlète.fr. Ça n'est pas le pack de performance, c'est avant le pack de performance. C'est faire en sorte qu'il y ait un maximum d'athlètes, tous sports confondus, et notamment les sports entre guillemets pauvres, qui naturellement ne trouvent pas de sponsors, faire rencontrer un maximum d'athlètes avec un maximum d'entreprises. Alors pour ça, on a imaginé un dispositif, on fait une petite vidéo, les athlètes font une petite vidéo de 45 secondes, et puis expriment leurs besoins. Ça peut être du soutien financier, mais ça peut être aussi la recherche de stage, la recherche de formation ou un projet de création d'entreprise ou un projet de reconversion. En fait, on va prendre l'athlète là où il en est. Soit il est en phase de formation, soit il est en phase d'insertion dans le monde professionnel, soit il a besoin d'argent pour un complément budgétaire, des sponsors qu'il n'a pas encore trouvé. Il va nous exprimer son besoin, on va distribuer sur la plateforme cette vidéo. Et c'est les chefs d'entreprise qui vont pouvoir se dire, bah tiens, ça correspond aussi à mon besoin, à mon envie. Donc, on n'en est pas au stade de la contractualisation. Là, le pack performance va pouvoir prendre le relais quand il s'agira de faire de l'insertion. Nous, on est vraiment faire en sorte que tous ces chefs d'entreprise qu'on a rencontrés sur le terrain, tous ces athlètes qu'on a rencontrés sur le terrain, il y a un lien qui se fasse entre eux. Et voilà l'objectif de je soutiens un athlète.fr. Voilà. C'est un super objectif. C'est effectivement le go-between, souvent, c'est ce qui manque pour que les rencontres se fassent. Et là, un peu à la mode des startups, ils pitchent et ceux qui ont envie de s'y intéresser vont piocher un petit peu les profils. Allez-y. Excusez-moi, je prends un exemple, ça date du week-end dernier, où j'étais dans les Pays de la Loire, j'inaugurais un stade et un chef d'entreprise qui m'a laissé sa carte d'ailleurs, qui pratique, disons, sur le macadam, hein, donc tout ce qui est route, réfection de route, s'approche de moi et me dit, moi je suis intéressé par vos marathoniens.
Voilà, donc, et on a établi un contact, vous voyez déjà, qui a été dans le sens de ce que dit Dominique, pour permettre à 2-3 marathoniens qu'il a repérés. Alors c'est vrai qu'il est passionné de marathon, le gars, mais bon, toujours est-il que voilà, le contact est établi pour accompagner justement en stage en alternance quelques athlètes qui le souhaiteraient dans son entreprise. Non mais, et ça c'est vraiment important, parce que moi j'étais à l'Aviron ce week-end, et ce week-end, j'ai discuté avec une personne qui a fait 8e aux Jeux Olympiques. Il gagne 600 € par mois. 600 € par mois, 8e aux Jeux Olympiques. C'est pas possible. C'est là où le lien il doit se faire, et que nos entreprises on a des belles entreprises en France, mais elles ne connaissent pas les mécanismes. Elles pourraient intervenir auprès des sportifs et on pourrait les aider, le MEDEF. Et c'est à nouveau important ce que dit Stéphane. Le gars, il est 8e, l'avironneur, il est 8e au jeu. C'est vrai que c'est plus compliqué pour lui de trouver un sponsor parce qu'il n'a pas la visibilité et il n'a pas encore le palmarès. Or, on sait très bien que si en 2024, on veut beaucoup de médailles, il nous faut un gros vivier et accompagner ce gros vivier. On ne peut pas travailler que sur les médaillés de Tokyo. Il faut qu'on travaille sur un gros vivier. À la Fédé d'athlètes, c'est ce qu'on a. On a identifié le vivier et c'est cela que nous, chefs d'entreprise, on veut aussi accompagner. Non, mais 8e aux Jeux Olympiques à l'Aviron, je te dis tout de suite, c'est une machine de guerre en entreprise après. Hein. C'est sûr et certain. Hein. On peut donner son nom, peut-être que nos chefs d'entreprise qui nous regardent, ils vont aller tout de suite sur Je soutiens un athlète. On va lancer les premières vidéos dans quelques jours. Elle est active quand, cette plateforme? Alors, elle va être active. À partir de demain, on y travaille. La maquette est prête. Et à partir de demain, on va commencer à faire les premières vidéos. Voilà, donc vous mettez en favori sur vos ordinateurs et c'est parti pour tous ces athlètes qui vont avoir besoin de vous. Dominique, pour terminer cette table ronde, je voudrais que vous évoquiez la soirée des médaillés que vous organisez. Là encore, l'objectif, c'est de faire du networking, c'est de faire rencontrer tout ce petit monde. Exactement, donc on va réunir le 8 décembre soir la soirée des médaillés ici. À l'origine, c'était une initiative qui est portée par Boris de Richebourg, qui faisait ça pour son entreprise, pour faire se rencontrer des chefs d'entreprise de son réseau avec des athlètes médaillés. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment, d'élargir les choses, de faire ça au MEDEF, de faire venir un maximum de médaillés, un maximum de chefs d'entreprise, et puis d'emmener tout ce petit monde. Je pense que l'innovation pourra reposer sur une nouvelle chose, c'est que si on veut préparer les Jeux correctement en 2024, le chaudron olympique, c'est autre chose qu'un championnat du monde. En réalité, vous faites un championnat d'Europe, vous faites un championnat du monde, vous avez l'adversité, vous avez de la haute performance, mais vous n'avez pas le chaudron olympique, c'est-à-dire la pression à la fois des Jeux et la pression des Jeux à la maison. Et ça, il va falloir qu'on travaille non seulement à accompagner les athlètes, mais je pense qu'il faut nous, les chefs d'entreprise, on se préoccupe d'une chose, c'est qu'il faut qu'on accompagne également les coachs. Parce qu'un coach qui n'affronte pas l'adversité du chaudron olympique, il ne peut pas emmener ses athlètes au podium. Donc il va falloir qu'on ait un double accompagnement, probablement pour les chefs d'entreprise que ça intéresse, accompagner finalement un coach pour accompagner une écurie qui va emmener des athlètes sur le podium. Attends, juste, j'ai oublié un truc important. J'ai oublié les Paralympiques. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Mais bien sûr on a des super athlètes paralympiques et eux aussi sont dans les besoins et eux aussi ils ont besoin des entreprises. Et eux aussi, ça forme des super salariés, quoi. Et voilà, j'avais oublié. Non, on ne les oublie pas. Quand on parle des Jeux, on parle bien sûr des Jeux olympiques et paralympiques. Et bien sûr qu'un grand nombre d'entre eux sont dans les entreprises, apportent, on parlait d'émotion, on parlait de cohésion, d'adversité, de comment réagir face à ce qui leur arrive. Et forcément, dans les entreprises, eux aussi, ils sont de véritables pépites. Merci beaucoup pour ce partage d'expériences très riche. Ce matin, athlétisme, judo, évidemment. Dominique, vous reviendrez pour conclure dans quelques minutes. Et cette plateforme qui va donc voir le jour dans les heures qui viennent, je soutiens un athlète.fr pour bien vous aussi aller voir si des profils vous intéressent pour soutenir ces athlètes et ils en ont besoin. Pour terminer, cette table ronde qui s'intitule Sport en entreprise, existe-t-il encore des freins? Probablement que oui, on va les évoquer, mais vous allez le voir, il y en a de moins en moins quand même, avec Michel Savin, sénateur de l'Isère, et Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Rejoignez-moi, messieurs. Et merci encore à toutes et tous de nous suivre nombreux ce matin en streaming. Allez-y, prenez place, je vous en prie. Vous vous mettez là. Alors, je vais me mettre au centre. Virgile, je te laisse prendre place. Tu restes debout.
Ah, il va rester debout, on est, on est sportif ce matin. Merci en tout cas de votre présence parmi nous. Alors on a beaucoup échangé, vu des bonnes pratiques, des choses qui se mettent en place, des plateformes. On a vu les résultats de ce rapport avec toutes les bonnes expériences à partager. Je voudrais qu'on revienne, Michel Savin, avec vous sur cet amendement qui fait bouger les choses, qui a été important. Votre point de départ à vous, ça a été des chiffres pour montrer de façon très factuelle que oui, le sport en entreprise est important et qu'il faut aider les chefs d'entreprise sur ce point. Oui, vous avez tout à fait raison. Les chiffres, on les connaît, on les connaît depuis plusieurs années, et je crois qu'il était important bien sûr, après de passer à l'acte, lorsqu'on fait des bilans et qu'on est tous conscients que il y a un levier à faire sauter pour pouvoir déclencher la pratique du sport en entreprise. Il était important. Il était aussi, c'était aussi sujet à des contentieux qui étaient en cours, sur lesquels on était à même de répondre. Et on ne pouvait pas laisser une situation perdurer où les entreprises qui avaient la volonté de pouvoir développer du sport en entreprise étaient bloquées parce que c'était reconnu comme un avantage en nature. Entre les chiffres, comme quoi la pratique était bénéfique en termes de santé, mais aussi de cohésion dans les entreprises, de vivre ensemble dans les entreprises, ça c'était un constat général. Et puis aussi la problématique législative qui bloquait les choses, donc il était important de pouvoir travailler sur ce sujet pour faire bouger les frontières. Voilà, alors reparlez-nous un petit peu de cet amendement qui, du coup, depuis un petit peu moins d'un an maintenant, 6 mois, sécurise juridiquement les avantages que peuvent proposer les entreprises à leurs salariés, notamment dans le domaine du sport. Vous l'avez dit, c'était le point central pour que ça avance et pour qu'on continue à évoluer. Tout à l'heure, le président du MEDEF évoquait un espèce de plafond de verre en disant on est au bout, tous les convaincus font du sport, font pratiquer du sport. Maintenant, avec cet amendement, on peut aller convaincre les autres? Oui, on peut les convaincre. Et puis surtout, on a levé la crainte d'avoir des suites judiciaires ou des redressements fiscaux. Donc c'était aussi une inquiétude pour les entreprises. Mais sachez quand même que ce combat était de longue haleine. C'est un amendement qu'on a déposé, que j'avais déposé au moins 3 à 4 fois au Sénat, qui avait été voté au Sénat et qui n'avait pas été repris dans les différents débats parlementaires, ce qui avait été un petit peu pénalisant. Donc on a remis chaque fois l'ouvrage sur le tapis pour pouvoir obtenir enfin l'adoption de cet amendement qui permet aujourd'hui aux entreprises de pouvoir développer du sport en entreprise, mais aussi de pouvoir prendre en compte des activités dans des salles de sport, et ce qui permet aux salariés de pouvoir pratiquer correctement le sport en entreprise. Mais je crois que c'est une première étape. Vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant nous avons aussi à travailler sur un travail que nous faisons en collaboration avec l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ce sujet pour voir comment maintenant on peut inciter les entreprises avec cette reconnaissance du sport en entreprise, d'adapter aussi les équipements sur mieux accueillir les salariés pour faire du sport en entreprise. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on doit travailler aussi en termes avec les collectivités, en termes d'urbanisme. Comment on réfléchit sur, lorsqu'on a des gros chantiers, ne pas oublier le fait de pouvoir intégrer dans des gros programmes d'investissement le fait qu'il y ait un espace qui soit dédié au sport et à la pratique d'activités physiques et sportives. En novembre dernier, au moment de cet amendement, vous parliez qu'il y avait encore des conflits juridiques à régler. On en est où? Voilà, je pense que cet amendement va permettre de sécuriser, c'était l'objectif, de sécuriser les chefs d'entreprise qui avaient la volonté de pouvoir faire la promotion au sein de leurs salariés d'une activité physique et sportive. Vous avez aussi des comités d'entreprise qui étaient partie prenante et qui souhaitaient développer et participer à ces activités, mais il y avait une contrainte, et on peut comprendre les chefs d'entreprise qui n'avaient pas envie de se retrouver devant des tribunaux ou avec un redressement fiscal parce qu'ils répondaient à une demande de leurs salariés. Donc, l'objectif numéro 1, c'était de sécuriser ce dispositif, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons répondu à cette attente. Merci beaucoup pour ces précisions, Virgile. On l'a entendu depuis le début de nos interventions, ça évolue, le sport en entreprise progresse, ça avance grâce notamment à l'amendement, grâce aussi peut-être à une prise de conscience un peu plus forte de son importance. Est-ce qu'il y a encore des obstacles, des choses qui permettent pas d'avancer aussi vite qu'on l'aimerait ?
Alors oui, il y a encore des obstacles. Et puis, si vous me le permettez, un petit clin d'œil, parce que j'aime beaucoup le travail que fait Michel Savin. Et selon la définition de Stéphane, il aurait pu être sportif de haut niveau, parce qu'il lâche rien. Et cette pugnacité, effectivement, ça permet d'aller au bout. Donc les freins, je pense qu'il y a une prise de conscience collective, mais c'est aussi grâce à quelques personnes. Le comité olympique s'est beaucoup mobilisé. On est un certain nombre, le MEDEF, sous l'impulsion de Dominique Carlac et puis Geoffroy Roux de Bézieux. C'est aussi cette énergie qui permet de faire bouger les lignes. Et puis, avant de répondre à la question, un dernier petit élément de précision. Cet amendement faisait suite aussi à une circulaire de la sécurité sociale qui était quand même encore un peu floue. Les contours étaient un peu limitatifs et cet amendement était très important pour justement ouvrir un peu les portes du sport en entreprise. Et pour refaire un peu de sémantique, attention, on parle bien d'activité physique et sportive en milieu professionnel, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, les administrations, les collectivités ont le droit aussi de mettre en place des activités physiques et sportives. Pour revenir à la question, tu m'as fait une intro d'homme politique, Virgile, attention. Ouais, je ne sais pas si je dois... Non, je ne sais pas comment le prendre, ça. Non, pour revenir à la question, on commence à avoir de la littérature. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a 85% des dirigeants d'entreprise qui sont croyants et seulement 15% de pratiquants. Donc, il y a un sujet. Un des points, c'est effectivement cette frilosité, cette inquiétude liée à toutes les contraintes de l'activité physique et sportive en milieu professionnel. Le point, un des sujets les plus brûlants était ce risque de requalification d'avantage en nature. On a encore certains freins administratifs. Je pense notamment à une question qu'on pose au ministère du Travail sur la responsabilité du dirigeant d'entreprise si un de ses salariés se blesse. Alors si c'est dans l'entreprise, est-ce que, par exemple dans l'heure du midi, est-ce que c'est un accident du travail ou pas? Comment il est couvert? Si c'est sur un partage de lieux où plusieurs entreprises font de l'activité ensemble, voilà. Là, on a encore des incertitudes. Donc on est en train de nettoyer ces points d'incertitude progressivement. Et puis aussi, alors Michel Savin a évoqué aussi le sujet des infrastructures. Ça aussi, c'est un point bloquant quand on n'a pas de douche, de vestiaire, ça peut être limitatif. Et puis, il y a un truc tout bête, c'est l'information. Et quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on n'a pas un vécu, des connaissances dans l'univers du sport, à qui on s'adresse? Et donc, il y a un vrai sujet de mise en relation entre l'offre et la demande. Et c'est un travail qui est aujourd'hui en cours au sein de l'Agence nationale du sport, qui s'est emparée de ce sujet-là. Alors, ça tombe bien parce que l'Agence nationale du sport permet de rassembler à la fois l'État, à la fois les collectivités territoriales, à la fois le mouvement sportif et à la fois les acteurs économiques. Donc ça nous permet de travailler tous ensemble sur ce sujet-là. Et il y a donc un travail de fait autour d'une plateforme qui va sortir avant la fin de l'année, qui mettra en relation les prestataires, on va dire, qu'ils soient, et Dominique le disait très justement, que ce soit des associations ou des acteurs marchands privés. On retrouvera les fédérations dessus? Alors, toutes les fédérations qui sont organisées, qui ont des offres de pratique en direction des entreprises, devront se référencer, bien évidemment. J'insiste, ce n'est pas une plateforme opérationnelle, ce n'est pas une plateforme qui va proposer. Elle va mettre en relation des gens qui proposent des activités physiques et sportives. Et en face, les entreprises intéressées pourront venir se renseigner. Il y aura un pas à pas pour les guider justement vers des disciplines, des activités qui correspondraient à leurs salariés, à leur lieu de pratique, etc., avec une géolocalisation. Donc ça va être un outil extrêmement important qui va aussi nous amener des datas de compréhension. Quel type d'entreprise s'intéresse à ces sujets-là, l'effectif, l'origine, j'allais dire économique, le secteur économique. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a des secteurs qui sont complètement hors radar et qui ne font pas pratiquer, qui n'ont aucun... On n'a pas beaucoup d'informations, Gaëlle, là-dessus. C'est justement un sujet parce que on ne sait pas comment orienter un peu cette sensibilisation auprès des entreprises. Et là-dessus, le MEDEF aura tout son rôle à jouer, comme les autres interpros, pour mobiliser sur les territoires leurs entreprises, leur dire « Venez sur cette plateforme, découvrez le sport en entreprise, rassurez-vous, et au moins vous aurez une porte d'entrée unique pour vous renseigner sur le sport en entreprise. » Parce que sinon, c'est vrai, il faut reconnaître, pour un dirigeant d'entreprise, il appuie sur quelle sonnette? La ville, le comité départemental olympique, le club d'à côté, voilà, on ne sait pas. Donc là, on aura une porte d'entrée unique et ça va permettre de casser un certain nombre de freins psychologiques qui peuvent être aussi présents dans l'esprit des dirigeants d'entreprise.
Voilà, une plateforme à venir, hein, c'est le mot de la matinée. Il y en aura beaucoup des plateformes, donc pour vous informer sur toutes ces thématiques. Je voudrais qu'on revienne sur un point évoqué par Virgile. Michel Savin, c'est le cas des accidents pendant la pratique du sport sur le lieu de travail. Ça, c'est dans tout ce que vous avez vu. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est bloquant, où les chefs d'entreprise se disent moi, je prends pas ce risque-là parce que voilà, je veux pas engager ma responsabilité sur une activité qui est pas mon activité d'entreprise. Moi, j'ai pas ressenti pour l'instant jusqu'à présent que ce soit. Alors, le problème existe, hein, il peut exister dans certaines entreprises ou certaines collectivités, parce que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on incite aussi, on encourage le fait que les collectivités proposent à leurs salariés, de l'activité physique dans leur temps de travail, et ça commence à le faire. Et c'est vrai que Terre de Jeux, mais aussi tout ce qui est fait autour de Paris 2024 est aussi un facteur important pour encourager la pratique d'activité physique, aussi bien dans le milieu scolaire, entreprise, mais aussi collectivité. Moi, ce que je ressens plus comme frein aujourd'hui, c'est les infrastructures. Les entreprises, les chefs d'entreprise qui nous disent, une petite PME, il dit, écoutez, moi, j'ai pas l'espace pour proposer à mes salariés un espace pour faire l'activité physique pendant un certain temps. Donc là, il y a un travail à faire avec les collectivités aussi, parce qu'on sait bien que sur les communes, on a des équipements sportifs, gymnases, et des créneaux sur le temps de midi, par exemple. Et des créneaux entre midi et 14h qui peuvent être disponibles, parce que c'est vrai que la journée, il y a les scolaires, le soir, les associations. Donc, il y a des créneaux quand même disponibles. Il y a un travail aussi qui peut se faire avec aussi le milieu économique. Une entreprise peut aussi mettre à disposition, elle qui a des locaux, peut-être mettre à disposition pour 3-4 entreprises autour d'elle, des petites PME, un espace. Ça permet aussi aux salariés de pouvoir se rencontrer, aux chefs d'entreprise aussi d'avoir un contact entre différentes entreprises. Donc, il peut se créer ce lien. Et tout à l'heure, et Virginie en a parlé, la problématique des vestiaires et douches est quelque chose qui n'est pas anecdotique, parce que dans une période où on veut encourager les modes doux aussi pour aller au travail, lorsque les salariés peuvent utiliser le vélo ou aller, même en faisant un petit footing de 3 à 4 km le matin pour aller au travail, il faut que lorsqu'ils arrivent, ils aient la capacité de pouvoir se changer, prendre une douche pour aller après rejoindre leur lieu de travail. Et donc, des douches pour les femmes et les hommes, hein. Voilà. Double, c'est important. Il n'y a pas de séparation, donc c'est bien. C'est pas le cas partout. Voilà, donc, mais tout ça, ce sont des problèmes très techniques et de place et de financement aussi. Donc, je pense que là, petit à petit, il faut qu'on arrive à trouver, et on travaille là dans le cadre d'un projet de loi, d'une PPL qui va venir en discussion au Sénat. Nous avons auditionné déjà différents partenaires et qui nous ont alertés là-dessus et avec lesquels on est en train de travailler pour voir si, dans le cadre d'une prochaine proposition de loi, on pourrait encore aller à faire un pas de plus, aussi bien d'imposer ou d'encourager la construction de vestiaires et de douches, mais aussi le reconnaître officiellement un label sport entreprise, qui serait aussi une façon de valoriser les entreprises et d'encourager les entreprises qui prônent l'activité physique et sportive au sein de leur entreprise. Donc voilà. On a fait avec cet amendement un premier pas qui était important et nécessaire en termes juridiques de protection. Maintenant, il faut qu'on avance pas à pas vers les autres problèmes qui aujourd'hui auxquels les chefs d'entreprise font face. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Tu vas ajouter quelque chose, Virgile? Non. Alors j'ai demandé à Dominique Carlac de nous rejoindre. Restez là, messieurs. Simplement, Dominique va venir conclure avec nous cette conférence consacrée au sport en entreprise. On a beaucoup parlé des liens avec les athlètes, avec le sport de haut niveau, mais pas seulement. Vous l'avez compris. Je vous laisse récupérer votre micro, Dominique. Les conditions sanitaires font que je peux pas vous prêter le mien. Celui-là, c'était le vôtre et personne d'autre s'en est servi. Donc c'est parfait. Un petit mot de conclusion sur nos échanges. On le voit, ça bouge, ça évolue. Il y a encore quelques petits points qui restent à régler, mais globalement, ça avance. Et ça, c'est pour la chef d'entreprise et vice-présidente du MEDEF que vous êtes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on sait ce qu'est le coup d'après. Le coup d'après, c'est d'avoir pu réunir dans la maison des entreprises
à la fois le monde sportif à travers deux présidents de fédérations et de sport olympique de haut rang, d'avoir réuni ceux qui incarnent la filière économique du sport à travers la présence de Virgile, d'avoir réuni des représentants de la classe politique qui militent jour après jour pour faciliter finalement l'introduction du sport en entreprise. Donc vraiment, c'est une grande satisfaction. Et à la demande de Geoffroy, c'est vrai qu'il nous faut faire le coup d'après. On est vraiment à 3 ans des Jeux. Nous, c'est important pour le monde de l'entreprise qu'on puisse faire rayonner notre pays à travers non seulement ce qu'on offre comme performance économique et sociale, mais également favoriser le fait qu'on ait une nation sportive et qu'on aura contribué à faire de la France une nation sportive. Donc merci à tous pour votre invitation acceptée et on va travailler sur tous les segments, petites comme grandes entreprises. Et je crois qu'il y a un rendez-vous à donner l'année prochaine avec un baromètre cette fois-ci. Absolument, on va travailler avec Paris 2024 donc sur un baromètre pour justement mesurer ce qu'apporte le sport en entreprise à l'échelle de chaque entreprise qui va soit être convaincue, soit s'y mettre pour pouvoir véritablement faire vivre, parce que comme je vous l'ai dit, la seule façon à un moment donné, une fois qu'on a levé les freins réglementaires, législatifs, qu'on a mis en phase l'offre et la demande, la chose c'est que de continuer à mesurer l'impact que ça en entreprise. On ne fait plus rien en entreprise si on ne sait pas mesurer l'impact. Donc ce baromètre aura pour but d'élargir le cercle des convaincus, des pratiquants, des croyants à d'autres qui auront besoin de preuves pour montrer que ça apporte véritablement quelque chose dans leur entreprise. Merci beaucoup Dominique, merci Virgile, merci Michel, merci à l'ensemble de nos invités ce matin, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis, nombreux en direct. Voilà, c'était ce furent des échanges très intéressants. S'il y a encore des chefs d'entreprise qui ne s'y sont pas mis, eh bien c'est le moment. Déjà, on va tous se lever, même ici dans l'assistance, aller faire quelques tours dans les escaliers et puis surtout se mettre à faire du sport, à proposer des activités physiques et sportives à vos salariés. Merci de votre attention, très belle journée, à très bientôt.